Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui si nombreux pour la visite du fort. Donc nous on est architectes du patrimoine et on a commencé à travailler sur ce fort en 2021, ça fait maintenant quelques années. Nos maîtres d'ouvrage sur l'opération sont les Amis du Fort de Cormeilles qui sont à l'initiative du projet et évidemment Île-de-France Nature ou anciennement l'Agence des espaces verts qui sont propriétaires du site depuis 1980 si je ne dis pas de bêtises, dès que l'armée, propriétaire anciennement du site, a quitté les lieux. Le fort de Cormeilles fait partie de la ceinture qui protégeait Paris après la guerre de 1870. Il y en a à peu près 18 dans des états assez variables. Celui-ci, vous allez pouvoir voir, il est vraiment très bien conservé. Il a été construit de 1874 à 1877 et il a été très bien protégé parce que très rapidement, c'est ce qu'on voyait juste avant, il est devenu en fait désuet. L'artillerie a beaucoup progressé et tous ces dispositifs de couverture, d'épaisseur de voûte, de structure ont été trop faibles pour pouvoir se protéger des bombes ennemies et donc il a très peu servi et grâce à ça, on peut l'avoir dans cet état aujourd'hui. Donc pour la visite aujourd'hui, on va d'abord commencer par se promener un petit peu, voir les différents bâtiments parce que c'est des bâtiments mais c'est aussi des espaces verts, c'est un savant mélange, un site très paysager. On va voir le bâtiment des officiers, on va voir le bâtiment des troupes et se promener dans quelques tunnels. Et puis ensuite, on reviendra voir la caponnière de gorge, qui est vraiment la partie du fort sur laquelle nous, on a travaillé à l'agence pour le transformer en salle polyvalente. En fait, le fort, la manière dont il est composé, c'est un bastion qui est protégé par un fossé. Le fossé qu'on peut voir qui est ici à droite et qui part à gauche. Sa porte principale, elle est tournée vers Paris. Et donc les caponnières sont des ouvrages défensifs qui permettent à l'artillerie de venir tirer dans les fossés. Il faut imaginer que dans toutes les meurtrières que vous avez à gauche, on avait des soldats qui pouvaient venir défendre les fossés. C'est en fait si ils arrivaient à pénétrer, voilà, à déjà franchir cette première barrière, eh bien, pour pas qu'ils puissent continuer, on les attaquait latéralement avec les caponnières. On commence ? En fait, le site a été creusé. La couverture de terre, c'est ce qui protégeait aussi ces bâtiments-là des impacts d'obus. C'est pour ça que sur certains endroits, on peut avoir plus de 3-4 mètres de terre. Et c'est ce qui façonne en fait le paysage du fort. C'est des bâtiments, mais c'est aussi presque avant tout, c'est vraiment une perception assez importante, c'est aussi un espace paysager très important. Et comme c'est recouvert d'un mélange de terre et de sable, avec le temps, forcément, la végétation a poussé. Et aujourd'hui, c'est ce qui en fait à la fois sa qualité paysagère, mais ce qui vient également détériorer un peu ses structures. Parce que les racines des arbres, elles viennent en profondeur et elles viennent endommager les voûtes, leurs étanchéités et partiellement, parfois, la structure. Donc c'est ce qui montre aussi que ce qu'on peut voir, peut-être pas dans ce bâtiment-là, mais dans le bâtiment des officiers qu'on verra après, les niveaux les plus hauts sont peut-être ceux qui sont les plus endommagés, alors que les niveaux les plus bas sont ceux qui sont encore en très bon état. Donc on disait avant que c'était un fort témoin qui présentait vraiment un niveau de modénature et de travail sur ses façades assez poussé. Et en fait, c'est ce qu'on peut voir sur le bâtiment là, des officiers. Des encadrements de fenêtres, un bosselage, des sculptures. Il a vraiment une intention au détail qu'on ne retrouve pas dans tous les forts serrés de rivière. Et il y a tout un travail sur la ventilation naturelle et aussi sur l'évacuation de l'eau. En fait, on voit qu'il y a des tas de petits éléments qui guident l'eau de pluie. Finalement, c'est vraiment un ouvrage d'avant le pétrole et d'avant la mécanisation de tous les passages de fluides, de tous les mouvements de fluides. Donc nous, on est à cet endroit-là.
en bas à droite. Et là, vous voyez un peu en colonne vertébrale, on a le tunnel qui permet de relier les différentes petites salles rectangulaires que vous voyez, qui sont en surface, ça s'appelle des cavaliers. Et puis dans la partie verticale, si je ne me trompe pas, on est sur des traverses-abris. Et donc la topographie qu'on voit et qui se dessine déjà un peu, elle n'est pas gratuite, c'est qu'en fait derrière chaque petite bosse que vous voyez, on a une casemate, une traverse-abri ou un autre appendice du fort qui vient vraiment modeler la topographie du fort. Et c'est sur ces bâtiments-là que sont venus pousser les arbres. Et l'entretien d'Île-de-France Nature fait qu'on a certains endroits où ils sont coupés au fur et à mesure, mais pas partout. Les dégâts que peuvent occasionner ces arbres-là, en fait, c'est avec les infiltrations, on a les petites pierres d'appui en surface qui s'abîment, on a du lierre qui vient entre les joints, on a l'eau qui commence à rentrer, des fissures qui commencent à apparaître. Et même si c'est assez maîtrisé, c'est ce qui, au fur et à mesure, vient détériorer les structures. Et c'est ce qui donne aussi, et on en parlera après, l'origine de la ressource du bois pour le site. C'est venu quand même assez rapidement parce que les premières photos dont on dispose sur les premières cartes postales, donc début du XXe, font déjà état d'une végétation assez présente sur le site. C'est pas aussi planté que ce qu'on a aujourd'hui, mais on peut quand même déjà distinguer pas mal d'arbres. Il y a de la terre, il y a de l'eau, forcément, rapidement ça s'est boisé. On va voir l'intérieur du bâtiment des troupes. Oui, puis le fait que ça soit fermé, du coup, il n'y a pas beaucoup d'humains. C'est comme la Tchernobyl. Il n'y a plus d'humains. La nature. Attention. Le travail de restauration de pierre, il a été fait en conservant le maximum de ce qui était possible. On a eu pas mal de remplacements quand même. Et sur toutes les façades de la caponnière, on a travaillé avec notre maître d'ouvrage pour faire un rejointoiement qui soit à minima, parce qu'il y a quand même un déployé de façade assez important. Donc on a un petit peu travaillé les degrés d'urgence entre les fissures qui étaient d'ordre structurel et celles qui étaient simplement d'ordre esthétique. Et on s'est concentré sur ce qui était d'ordre structurel pour vraiment garder du budget de projet sur les sujets qui nous intéressaient le plus, à savoir les interventions plus contemporaines. La caponnière, dans son usage militaire, pour l'évacuation des fumées, elle a des grands lanterneaux qui étaient ouverts. Et donc la première chose pour pouvoir en faire une salle polyvalente, ça a été de faire un volume clos-couvert. Donc on est venu à poser deux grandes fenêtres de toit sur mesure pour pouvoir clore la salle. L'intervention qu'on a eue ici, elle a été aussi de restauration, c'est-à-dire que tous les appuis de baies, tous les petits encadrements, on est venu les restaurer, les compléter. On avait déjà ces petites modénatures ici que vous pouvez voir qui ont été martelées. On a retrouvé les mêmes outils avec les mêmes diamètres pour pouvoir restaurer, réparer à chaque endroit. Pareil pour les allèges, on est venu réhabiller celles qui étaient endommagées en ciment prompt pour les manques à certains endroits et pour venir restaurer. Il faut considérer l'ensemble comme un extérieur couvert. Donc l'air circule encore énormément. Et c'est d'ailleurs un peu la difficulté qu'on a eue ici à l'intérieur. C'était de se dire, on a toutes ces meurtrières. Pour avoir le clos couvert, il faut le fermer. Comment on ferme? Donc on est venu trouver ce petit dispositif un peu ingénieux qui dit, on vient juste en applique pour se protéger un peu des feuilles, se protéger un peu de l'eau. C'est pas complètement étanche, mais c'est pas ce qu'on recherche parce que étancher ce bâtiment-là, ça a signifié venir retirer toute la terre et venir mettre une étanchéité bitumineuse et puis tout ce qu'on connaît des systèmes modernes. C'est pas ce qu'on voulait faire, en plus du fait que c'était un prix très conséquent. Mais en tout cas, le bâtiment, il respire encore beaucoup.
Et ici, notre intervention, ça a été de venir y mettre un sol pour le rendre habitable. La terre montait un peu à la limite que vous pouvez voir là, la différence de teinte de sable, pareil, sur 40-50 cm de plus. Donc pour retrouver un petit peu de hauteur sous plafond et que ça fasse un espace un peu plus agréable, un volume plus spacieux, on est venu un petit peu excaver. Ça, c'est un plancher technique sous lequel passent quelques réseaux électriques, mais pas grand-chose de plus. Et donc, pour en venir au bois, parce que c'est aussi votre présence aujourd'hui, elle est dictée par ça, en fait, ce bois-là, il vient directement des arbres qui ont été coupés, qu'on pouvait voir au-dessus. Il y a plusieurs essences de bois sur l'ensemble du fort. Il y a du chêne, de l'érable, il y a du châtaignier et du robinier. Sur l'ensemble des arbres du fort qui présentent un risque de chute ou un risque structurel, il y en a à peu près 1000. Et sur tous ces arbres-là, il y a des campagnes d'abattage qui sont faites au fur et à mesure par Île-de-France Nature. L'idée du projet, au départ, ça n'a pas été de réemployer le bois du site, mais quand on a appris que c'était quelque chose en cours avec Île-de-France Nature, on a un peu sauté sur l'occasion pour se dire « Ah, ben, il y a du bois, en plus c'était du châtaignier ou du robinier qui sont des bois imputrescibles. » Donc on s'est dit bah, « Réutilisons-le ». Et pour ça, il faut le dire, on a été très très bien accompagnés. Le maître d'ouvrage a été réceptif et surtout, ils étaient partants pour aller dans l'aventure parce que scier sur place, c'est quand même assez contraignant. Extraire les bois, avec les terrains qu'on connaît, c'est assez compliqué. Faire venir un scieur mobile, il faut les trouver dans la région. Il y a eu quelques défections avant qu'on trouve le bon. Une fois que le bois a été complètement débité, il a été stocké ici, dans les fossés, et puis dans les petites alcôves qu'on voit sur le mur de Contrescarpe. Donc tout ça, ça s'est fait sur quelques mois. Ça a été assez stimulant et quand même assez compliqué dans le sens où de notre part en études, il fallait qu'on identifie déjà tous les débits dont on allait avoir besoin avant même de connaître nos entreprises et de savoir si les débits que nous, architectes et les bureaux d'études, on estime, allaient être suffisants. Enfin, ça demande une anticipation assez importante. Donc il y a ce premier sujet de débit. Après, il y a le sujet de l'hygrométrie des bois. Ils ont séché, mais ils n'ont pas séché autant que ce qu'il faudrait pour qu'on puisse les utiliser dans un intérieur couvert et complètement hermétique et opaque d'une construction d'un ERP standard. Ici, ça a fonctionné parce qu'on est dans un extérieur couvert. On n'est pas complètement étanché, donc on a pu utiliser une hygrométrie un petit peu plus importante que ce qu'il fallait pour les bois. Ils ont pu continuer à sécher en étant déjà posés. Les bois, ils ne sont pas traités. Ils sont bruts de sciage. Ils ne sont pas vernis, ils ne sont pas lasurés, ils sortent de l'arbre. Et ils vieillissent très bien avec le fait qu'on soit dans cette sorte d'intermédiaire. C'est un système assez simple, hein. On n'a pas réinventé la poudre, on a une petite dalle de propreté, on a des plots, des solives et puis par-dessus le plancher. Le dessin et le calpinage qu'on a apporté sur le plancher, c'était pour rappeler d'une part le motif des voûtes qu'on peut voir au-dessus, et ça permettait aussi de mettre en avant chacune des petites alcôves, un peu pour la définir. Tous les réseaux électriques, ils passent dans la margelle béton, et on a fait le choix de réseaux apparents, étanches, pour quelque chose qui aille avec l'identité du fort. Et pour donner une idée des volumes de bois, l'ensemble, les 900 arbres qui présentent un danger pour la structure, ici, ça représente 370 mètres cubes. Et là, dans le cadre du projet, nous, on en a utilisé 16. Et un petit peu plus de bois qui a été coupé qu'Île-de-France Nature a conservé pour d'autres de leurs sites, qui étaient pour 4 mètres cubes à peu près. Donc il y a un gisement colossal. Après, certains arbres peuvent être assez contraints, notamment dans les diamètres des grumes. Toutes ne sont pas forcément les plus larges, donc ça limite aussi un peu les portées. Ça limite
Notamment dans la conception de la terrasse, ça a été un sujet, parce que les volumes de bois disponibles, les longueurs de grumes ne permettaient pas forcément d'avoir des portées suffisamment importantes, donc on a dû doubler le nombre de poteaux. Parce que les portées n'étaient pas des arbres qui avaient été débités, ne permettaient pas, de tout faire. Il fallait s'adapter. La terrasse ici, elle n'existait pas, donc on est venu la créer aussi. C'est un ouvrage qui est assez modeste. Enfin, il est petit dans ses dimensions, dans sa technicité, il n'est pas non plus. C'est petit en réalisation, mais assez manifeste. Et ça a donné aussi d'autres idées à Île-de-France Nature sur leur projet de bureau à côté. Merci pour l'introduction. Je crois qu'il y a à peu près un an, on était sur le concours, parce qu'il y a eu un concours avec 2 autres très bons concurrents. Non, il faut le dire, parce que le concours, c'est un jeu. Donc on a un bâtiment qui est en bois local, donc ça c'est la contrainte de la maîtrise d'ouvrage. On a proposé, c'était envisagé aussi d'isoler en paille, parce que c'est quand même pas mal d'isoler en paille. Et l'autre combo qu'on aime bien qui va avec, dans ce qu'on appelle nous le nouveau BTP, bois terre paille, c'est la terre crue. Donc on a des enduits terre, un mur d'adobe pour aussi apporter de l'inertie. Et on voit que quand on a vécu la canicule la semaine dernière, d'avoir de l'inertie dans les bâtiments, c'est quand même une bonne idée. On travaille vraiment sur la question de l'équipe, de la troupe, parce qu'on a travaillé avec la Comédie Française, donc on a intégré ce vocabulaire de troupe et qu'on considère qu'une équipe de maîtrise d'œuvre et de l'AMO et du bureau de contrôle et de la maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment un écosystème et on a plaisir en fait à travailler ensemble autour de la table et pas se faire des cachotteries ou de dire oui, le bureau de contrôle c'est notre ennemi et il faut essayer de le feinter. Non, on l'intègre dès le début et on annonce en fait tous les trucs qu'on va faire un peu compliqués. Donc on est en train une petite adaptation à voir sur. Parce qu'au départ, même la maîtrise d'ouvrage très très volontaire après ce projet voulait des menuiseries en bois massif et Olivier, qui est menuisier à la base, il voulait aussi faire des menuiseries en bois massif. Mais les sections et les performances des vitrages qu'on va utiliser, on va utiliser aussi des menuiseries, je ne sais pas si vous l'avez fait, non, qui est aussi un autre sujet dans le sujet, qui complexifie la chose parce que les menuisiers aussi, c'est encore un autre corps de métier et faire du bois local en menuiserie, on restreint encore plus le nombre de menuisiers, mais on en trouve encore. Voilà, donc en tout cas nous, je pense que pour vous aussi, c'est peut-être une contrainte, un élément du cahier des charges supplémentaire, mais on trouve ça super drôle. Et nous, c'était annoncé dès le concours, et c'est aussi pour ça qu'on a candidaté, parce qu'il y avait ce petit jeu, et on a pris un bureau d'études structure spécialisé bois, et qui connaît très bien le système. Il travaille avec des scieries locales aussi, donc il était vraiment dans cet esprit-là.